Donc, on va laisser rentrer les gens tranquillement. S'il y en a. Et oui, il y en a. Parce que normalement, c'est là que tu vois tout le monde qui s'affiche. Et voilà, ça monte tranquillement. 14. Ah, il est 20h31. S'ils sont aussi ponctuels que les médecins, c'est bon. Alors, voilà, 19. On a en bas, dans la barre du bas, le suivi. Bonjour à tout le monde. Et bonjour à tous les gens qui nous rejoignent. On va patienter quelques minutes avant de lancer le jeudi de la Fédé sur le Kinéco. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, vous êtes une petite centaine d'inscrits. Donc, on va encore attendre un petit peu, voir si le nombre de participants augmente. Bon, je vois, Laurent, que déjà, ils utilisent tous le chat. Voilà, ils utilisent le chat et pour poser les questions, on vous demandera d'utiliser l'icône questions et réponses plutôt que l'icône discuter. Q et R. Q et R, voilà, qui doit être dans la barre de tâches en bas. Chez moi, c'est comme ça toujours. Oui, oui. Ça se stabilise. Je pense que c'est bon, non? On avait dit 5 minutes, Non. on en est à... Je suis un garçon ponctuel. ouais. Ponctuel ou impatient? Tu vois, on est déjà à 26 là, tu vois, ça monte. Laissons-leur leur chance d'arriver. Bonsoir aux nouveaux arrivés. Donc, merci à tout le monde d'être là. Là, je pense, Laurent, que ça se stabilise quand même. Se stabilise, oui, effectivement. Bah écoutez, bonsoir à tous. Donc, nous voilà réunis une fois de plus pour un jeudi de la Fédé. Donc, les jeudis de la Fédé, ce sont des webinaires qui sont récurrents, qui ont lieu tous les mois sur des sujets d'information variés et proches des préoccupations des kinésithérapeutes. En quelques mots, la FFMKR, c'est quoi? C'est un syndicat représentatif, le premier syndicat représentatif en nombre d'adhérents, puisque nous avons un peu plus de 5000 adhérents. L'objectif de la fédération, c'est de regrouper le maximum de kinésithérapeutes. Donc, dans tous les départements, il y a une fédération départementale, ce qui fait que nous sommes toujours très proches de vous. Donc, quasiment sur tous les départements, il y a un syndicat. Le syndicat se veut réformiste, positif. Loin du syndicalisme d'opposition stérile, à la Fédé, nous sommes une force de proposition, car nous sommes convaincus que c'est comme ça que l'on arrivera à évoluer et à progresser. On veut faire bouger les lignes et sur ce thème, nous sommes présents sur à peu près tous les domaines qui concernent la kinésithérapie, pardon. Les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès politiques et dans les assemblées générales de tous les départements qui ont un syndicat représentant la FFMKR. Euh, les, assen- euh, euh, les, les congrès ont lieu tous les ans, depuis maintenant plus de 60 ans, puisque nous avons fêté l'année dernière les 60 ans de la FFMKR.
La Fédé, c'est une grande équipe animée par la même envie d'aider chaque kinésithérapeute. Pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession. Nous avons ce soir Damien Olivion, qui est délégué chargé de la promotion du kiné coordinateur, de l'autonomie et du bien vieillir, c'est bien ça, Tout à fait. qui vous présentera le kiné coordinateur. Donc, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions. Également du lobbying auprès des parlementaires, auprès du Sénat, de l'Assemblée nationale, auprès des fonctionnaires des différents ministères. Un vrai travail de fond porté par une équipe qui croit en ce qu'elle défend. Et croyez-nous, nous sommes très attachés à la défense de la profession. À la Fédé, nous vous serez soutenus et accompagnés. On pourra vous parler du club qui est euh, comment on peut dire ça, Damien? C'est comme un comité d'entreprise pour les Libyens. Comité d'entreprise, le premier comité d'entreprise qui a été copié, on va dire, dernièrement. Un accès privilégié à l'information et pour toutes les informations, une écoute active auprès d'un des conseillers fédéral ou le secrétariat qui vous apportera le plus rapidement possible une réponse. La FEDE, c'est aussi la maison des kinés, toute une structure entièrement dévouée aux kinésithérapeutes et à la kinésithérapie. Des conseillers juridiques, comptables, des formations, tout ça dans une structure centralisée à Paris que vous pouvez à laquelle vous pouvez facilement accéder. Nous, à la FEDE, nous sommes des passionnés, mais nous sommes aussi surtout organisés pour vraiment faire progresser la kinésithérapie. Ce soir, nous allons donc parler, et je vais laisser la parole à Damien, du kiné coordinateur, qui est une nouveauté, peut-on dire. Merci Damien, beaucoup. Effectivement, c'est un nouveau métier. Donc, je suis chargé au niveau de la FMKR nationale de tout ce qui va concerner le grand âge, l'autonomie, le bien vieillir et évidemment la promotion du kinésithérapeute coordonnateur. Donc, je vous remercie beaucoup d'être présent ce soir. Et ce soir, donc je remercie Laurent pour animer cette soirée. Et nous avons la chance d'avoir deux intervenants ce soir qui va nous permettre d'échanger ensemble sur le kinéco. Florence de Cotigny, que je laisse le présenter. Oui, donc je suis le docteur de Cotigny, je suis le directeur médical et qualité de l'association Edenis qui gère à peu près 1700 lits d'EHPAD. Et on a avec Damien mis en place dans deux de nos établissements, dont Hélène est un de nos kinécos à ce jour, une expérimentation pour tester ce nouveau métier qui nous intéressait au plus haut point. Merci Florence. Et donc Hélène Robert. Oui, bonsoir à tous. Hélène Robert, je suis kinéco du coup à la résidence Le Prat chez Denis à Plaisance-du-Touche, à raison de 2 matinées par semaine. Merci beaucoup. Donc, nous vous proposons de d'abord que on va remettre le cadre et je vais vous présenter durant une petite vingtaine de minutes l'intérêt, enfin, ce qu'est le kiné coordonnateur et son intérêt, à quoi il sert. Et ensuite, Florent de Cotigny pourra comme ça faire déjà un premier retour d'expérience, partager son point de vue en tant que directrice médicale. Et Hélène a un retour d'expérience de terrain. Qu'est-ce que c'est qu'un kinéco? Pourquoi c'est intéressant quand on est kiné ce métier-là? Donc tout ça, on va dire en une demi-heure, 30-35 minutes. Puis ensuite, autant de temps que vous voulez, au moins une demi-heure et plus si nécessaire, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci à vous. Et donc, je vais commencer par partager. juste une, juste une Oui, petite précision. Pour les questions et réponses, vous allez dans la barre de tâches à questions Q et R, proposer vos questions et vos réponses, et c'est moi qui ferai le relais auprès de Damien et de ses invités. merci beaucoup, Laurent. Donc, la Fédération des kinés coordonnateurs et le kiné coordonnateur, quel rôle? Alors, nous allons voir tout cela. D'abord, c'était parti d'un constat, hein, ça date. Alors, on avait déjà évalué la nécessité de la coordination de l'ensemble de la rééducation dès 2018-2019, et vraiment cela s'est exacerbé avec la crise Covid que nous avons tous connue.
À l'époque, nous avons fait un sondage et j'en profite pour remercier parce que peut-être ici ce soir, il y a des kinésithérapeutes qui avaient répondu à ce questionnaire. Une enquête qu'on avait fait juste au moment du premier déconfinement des EHPAD et qui nous a permis d'évaluer le niveau des capacités fonctionnelles des résidents entre avant et après. Ce qu'on peut observer par exemple sur cette simple infographie, c'est qu'avant le confinement, un patient sur trois que suivaient les kinés marchait avec une simple canne sans assistance, et qu'après le confinement, en fait, il y en avait un sur deux qui avait besoin d'une aide technique à la marche. Ce qui paraît encore plus intéressant, en tout cas personnellement, qui m'a le plus marqué, et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu avancer, et depuis donc 3 ans, nous travaillons énormément à la création de ce nouveau métier parce qu'on est persuadé qu'il y a vraiment un besoin à satisfaire, c'est qu'en fait, durant le confinement, en fait, on a doublé le nombre de patients de kinésithérapeutes qui avaient besoin d'une aide humaine pour se lever, pour faire un transfert assis debout, c'est-à-dire pour se lever d'une chaise. Avant le confinement, c'était 1 sur 3. Après le confinement, c'était 2 sur 3. C'est-à-dire dans un contexte de ressources humaines très tendues, on manque de soignants, on manque de professionnels, des professionnels qui sont, il faut être clair, très très occupés, énormément de travail. En fait, on a ainsi observé une perte des capacités des résidents qui a augmenté d'autant la charge de travail et donc la pénibilité des soignants qui est déjà donc des professionnels durement éprouvés. Donc, il y a ce constat-là, mais il y a aussi un autre constat, une étude depuis 2015 qui a été pilotée par le Gérontopole de Toulouse sur la dépendance iatrogène et qui me paraît être au fondement de ce que les kinésithérapeutes peut-être peuvent apporter pour répondre. La dépendance iatrogène, c'est la dépendance qui est engendrée par les soins. Et parfois, cette dépendance peut être évitable. La dépendance iatrogène évitable, c'est la dépendance qui est due aux soins et qui aurait pu être évitée. C'est-à-dire, c'est comme une affection nosocomiale, il faut bien voir ce même modèle, je rentre dans un établissement de soins autonome et je ressors dépendant. C'est-à-dire que j'ai chopé dans l'établissement une dépendance que je n'avais pas à l'entrée et que j'aurais pu éviter, peut-être si j'étais pas resté allaité tous ces jours, si j'avais marché plus tôt, si j'avais fait plus d'activités. Ainsi, c'est un risque pour la personne âgée, et ce risque a 3 causes principales. C'est dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé, dont j'étais un des experts. L'environnement inadapté, par exemple, un matériel en panne, un ascenseur en panne, ce qui fait que les personnes qui ne peuvent pas descendre l'escalier restent coincées dans leur étage, par exemple. Ça peut être, ce qu'on avait connu durant le Covid, le restaurant qui est fermé. Et il y a aussi des fois des établissements, alors pas médico-social, mais je pense beaucoup à des établissements sanitaires, où avant le Covid, les patients pouvaient, je pense particulièrement dans les SSR, dans les centres de soins de suite et de réadaptation, les patients pouvaient manger ensemble le midi et le soir, et que depuis le Covid, ils ne peuvent manger ensemble que le midi. Et le soir, au contraire, ils restent en chambre. Où il y a une organisation du service qui fait qu'on encourage presque, même involontairement, les résidents à rester dans la chambre parce que c'est plus facile d'assurer les soins. Il y a des environnements inadaptés parce qu'ils ne sont pas motivants pour aller marcher, etc. Marcher, pourquoi faire? Si j'ai rien qui va m'attirer, si j'ai pas un jardin, si j'ai pas une fenêtre au bout du couloir, s'il y a rien qui va me créer de l'intérêt, pourquoi je marcherais, je ferais une activité? Et il y a les soins inadaptés. Les soins inadaptés, ça peut être par exemple des traitements dont la personne n'a pas besoin. L'exemple le plus stéréotypé, ça pourrait être les somnifères, parce que la personne se réveille à 3 heures du matin et on considère qu'elle a du mal à dormir, sauf que depuis 20 heures, elle dort et elle a fini sa nuit. Il y a comme ça un ensemble de soins inadaptés, c'est qu'un exemple. Et on sait très bien qu'en gériatrie, c'est tout l'intérêt d'avoir des médecins gériatres, il n'y a pas les mêmes interactions médicamenteuses, la même iatrogénie, et donc évidemment, c'est important d'avoir affaire à des professions médicales et des auxiliaires médicaux qui soient spécialisés en gériatrie, puisque les risques ne sont pas les mêmes que dans une population d'adultes. C'est la même chose qu'on pourrait dire en pédiatrie, on fait appel à un pédiatre.
Eh ben, en gériatrie, on fait appel à un gériatre. Et la troisième cause, c'est l'omission des soins. Oups, c'est le soin qu'on a oublié de faire. C'est l'exemple stéréotypé, c'est la sonde urinaire dont on a oublié d'évaluer si elle était encore utile et si c'était possible de la sevrer. Et certainement que ce soir, nous allons parler de ces trois facteurs et comment on peut agir dessus. Évidemment, ce ne sont que des exemples, mais on pourra tout à fait l'approfondir si vous avez des questions là-dessus. Il y a une autre épidémie dans les EHPAD, ce sont les troubles musculo-squelettiques. 94% de la part des TMS dans les maladies professionnelles. 25% des accidents de travail sont liés à des mal de dos. Ça coûte très cher, ça c'est une chose, et c'est pour ça que maintenant il y a des grands plans de prévention qui sont mis en place, mais aussi ça crée énormément d'absentéisme, de journées de travail perdues, ça complique énormément la gestion des ressources humaines, et certainement que les kinésithérapeutes spécialistes de la prévention primaire ou secondaire des troubles musculo-squelettiques pourraient avoir une plus-value pour réduire les risques de TMS et peut-être pour réduire la gravité de ces TMS afin de permettre de maintenir dans l'emploi ces professionnels du soin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, la profession d'aide-soignante est la profession la plus sinistrée. Elle est passée devant la profession des maçons. Donc, il faut bien se rendre compte de la sinistralité qu'il y a dans le milieu du soin. Évidemment, cela ne va pas favoriser l'attractivité de ces métiers, alors que nous manquons beaucoup de professionnels du grand âge et que, vous le savez, avec le baby boomer qui va arriver maintenant vers la dépendance, les besoins vont fortement augmenter. Ainsi, nous avons dans les EHPAD deux épidémies, une qui touche la personne âgée avec la dépendance iatrogène évitable et qui crée une perte d'autonomie, et une qui touche le soignant avec une augmentation de la charge de travail, une pénibilité et aussi le manque de temps qui va créer des troubles musculo-squelettiques, donc évidemment des douleurs, mais aussi une insatisfaction professionnelle. Ce qui fait qu'en plus de la difficulté d'attirer et de recruter des professionnels du soin, il y a aussi une difficulté à les fidéliser, à les maintenir. Et malheureusement, dans ce secteur, nous savons qu'il y a un turnover relativement important. Peut-être que les kinésithérapeutes peuvent apporter, avec d'autres professionnels, des solutions. C'est aussi pour ça, j'en profite pour le dire, que par ailleurs, la FMKR travaille et soutient fortement la création du métier de kiné en santé au travail qui soit intégré dans les services de santé au travail qui anciennement étaient connus sous le terme de médecine du travail. Il est remarquable que, alors que les TMS sont la première cause des accidents de travail, il n'y a pas de kinésithérapeute dans les services de santé au travail. Ainsi, en EHPAD, est-ce qu'il est possible de prévenir la dépendance des résidents en réduisant la charge de travail des soignants? Est-ce une utopie? C'est ce qu'on a tendance à se dire. Ou est-ce que cela peut devenir réalité? En tant que kinésithérapeute, nous avons appris que ce que le patient fait, et là, en l'occurrence, ce que le résident fait, le soignant n'aura pas à le faire. Ainsi, selon ce modèle de l'INRS, l'Institut national de recherche et sécurité adapté à l'EHPAD, nous avons un professionnel qui va être en contact avec un résident. Le fait d'être en contact, ce sont les deux cercles qui se superposent, c'est l'activité de travail. Par exemple, une activité de soins, par exemple. Et cette activité de travail va créer une situation de travail dangereuse et une charge importante de travail de soignant. Cela peut créer donc des dommages, typiquement des troubles musculo-squelettiques. Peut-être qu'il existerait des possibilités d'évitement, entre autres grâce à la kinésithérapie. Alors, quelle solution? La prévention des risques professionnels en EHPAD, qui va permettre d'écarter, alors dans le modèle NRS, on appelle ça, il faut avoir un peu d'imagination, les deux oreilles de Mickey, d'écarter le soignant de résident. C'est-à-dire faire en sorte que les deux cercles se chevauchent un peu moins. Moins le soignant sera en contact
avec le résident, moins il va toucher le résident, je pense, lors des manutentions, tout ce qui va être activité de travail, mais aussi, par exemple, la toilette, etc., moins il va être amené à le manipuler, plus il va diminuer son exposition à ce travail dangereux. Je parle bien au niveau de la charge de travail, je ne parle pas du temps relationnel de toucher le patient pour établir un contact, de la communication, du relationnel. Je parle bien de tout ce qui va être manutention ou tout ce qui va être travail avec de la pénibilité. Et cela peut créer des troubles musculo-squelettiques. Cependant, le kinésithérapeute, il va pouvoir agir, il va être un renfort aux soignants, une véritable ressource humaine qui va améliorer les capacités d'autonomie des résidents. Ainsi, faire aux résidents, solliciter les capacités du résident, ça va passer par la formation des soignants, par la prévention de la dépendance iatrogène et la prévention des TMS, en sollicitant leurs capacités et surtout en utilisant des aides techniques. De nos jours, il existe de très nombreuses aides techniques. Les aides-soignants ne sont pas des cannes vivantes. Si nous voulons réduire les risques professionnels des soignants, il va être important de mettre en place et de former les professionnels à utiliser les aides techniques. Ainsi, nous pouvons proposer des solutions de prévention organisationnelles, humaines et techniques. L'acte de kinésithérapie peut ainsi agir en prévention primaire, c'est-à-dire avant qu'il y ait un accident. Et s'il y a un accident qui est un trouble musculo-squelettique, le kinésithérapeute agit en prévention secondaire, c'est-à-dire correctif, c'est-à-dire soigner la personne. Évidemment, il serait plus intéressant d'agir en prévention primaire. Ainsi, l'objectif serait d'écarter les deux oreilles de Mickey, de faire en sorte que le soignant ne soit plus en contact au résident. Vous aurez observé que j'ai augmenté la couleur rouge, le volume rouge du résident pour symboliser les capacités du résident. Plus le résident aura des capacités, moins il aura besoin du soignant. Parce que quel est le rôle du soignant? Le rôle du soignant, c'est de pallier les incapacités du résident. Pallier toutes les capacités, mais que les incapacités. En aucun cas, le soignant ne se doit de faire à la place du résident, au risque sinon de créer de la dépendance iatrogène évitable. Ainsi, en trouvant des solutions qui ne sont pas forcément humaines mais techniques pour pallier les incapacités, le soignant va pouvoir se détacher du résident parce qu'il, par ailleurs, il va favoriser les capacités du résident. Plus le résident sera indépendant, moins il y aura des situations de travail dangereuses et donc moins de risques de TMS. Pour dire les choses autrement et de manière beaucoup plus simple, ce que le résident fait, le soignant n'aura pas à le faire. Donc le soignant réduira son risque TMS et gagnera du temps de soins qu'il pourra certainement mieux utiliser. Ainsi, je vais très rapidement vous raconter une petite histoire vraie. Je vous présente Sabrina, infirmière, qui travaillait dans mon cabinet, et on avait un patient qu'on prenait en charge ensemble et qu'elle voulait à domicile, qu'elle voulait emmener à la salle de bain. Et un jour, on s'est croisés, soit que j'étais en retard, soit elle qui était en avance. Plus probable que ce soit moi qui étais en retard. Et au moment où on venait de finir la séance, on avait marché 100 mètres dans une grande barre HLM au bout du couloir avec un déambulateur de roue. Ce patient qui était aveugle, il avait été renversé par une voiture dans la rue, il avait perdu la vue, 95 ans. 2 mois après, il était rentré à la maison. Il n'était pas rassuré de rester seul au fauteuil, donc il souhaitait se recoucher au lit. Et il avait été convenu que l'infirmière allait procéder à la toilette et ensuite le laisserait au fauteuil parce que ça enchaînait avec l'auxiliaire de vie pour le repas du soir. Et puis, l'infirmière, pour aider le patient à s'asseoir au bord du lit, elle le tirait sur le bras. Et l'infirmière, Sabrina, se faisait soigner au cabinet parce qu'elle avait mal à l'épaule. Alors, comme tout bon kiné, je lui ai demandé comment elle avait mal à l'épaule. Elle m'a répondu en tirant sur le patient. Comme tout bon kiné, j'ai fait des années d'études pour lui dire si tu as mal à l'épaule, arrête de tirer. Et elle me dit comment tu veux que je fasse? Ce jour-là, et avec ce patient donc, qui venait de marcher, qui venait de se recoucher, je reste et j'observe Sabrina faire. Donc, Sabrina lui demande de lui attraper la main, le patient aveugle lève le bras, et Sabrina tire sur la main, et là, elle se retourne vers moi en me disant, tu vois, c'est comme ça que je me fais mal. Très bien, je demande au patient de se recoucher, et je lui demande de s'asseoir. Et le patient s'assoit tout seul.
Et là, Sabrina se retourne vers moi et me dit, mais il ne me l'avait pas dit. Est-ce que tu le lui avais demandé? Juste la petite cerise à la suite de l'histoire. Une fois, j'ai été remplacé par ma collègue, une femme. Elle rentre dans la chambre, elle lui dit bonjour, et le patient lève le bras. Il entend la voix d'une femme, et ma collègue lui répond, non, c'est pas l'infirmière, c'est la kiné. Et là, il grommelle, et puis il s'assoit tout seul. C'est-à-dire que c'était un patient modèle qui avait retenu que voix de femme, infirmier, il faut que je tende le bras, voix d'homme, kiné, il faut que je m'asseye. Et ça, on voit bien que ça nécessite une formation de déjà évaluer les capacités de résidents et déjà penser à demander aux résidents de faire. Or, très souvent, on projette qu'ils ne peuvent pas faire. Et on part du principe qu'ils ne peuvent pas faire, et s'ils peuvent en faire un peu, tant mieux. Peut-être qu'on gagnerait à partir du principe inverse, que le résident peut tout faire, et le soignant est là juste pour pallier les incapacités. Et cela peut commencer par des choses très simples, là je vous montre un puzzle moteur, mais de manière très simple, qui est le transfert assis debout, en reculant les pieds et en se penchant en avant. Ce schéma moteur que l'ensemble des kinésithérapeutes connaissent est beaucoup moins bien connu des soignants. Et bien peut-être que rappeler le b.a.-ba qu'au lieu de tirer sur les bras, demandons d'abord aux patients de reculer les pieds et de se pencher en avant, fera qu'il y aura beaucoup moins besoin de tirer sur les bras. Cependant, le grand problème, c'est le temps. On manque de temps, les soignants manquent de temps, ne sont pas assez nombreux et manquent de temps. Est-ce qu'on pourrait gagner du temps? Alors là aussi, je vous la fais rapidement, mais je vais essayer de vous vendre peut-être quelque chose. Parce que peut-être que les soignants en ont plein le dos, qui rêvent de moins se fatiguer, qui veulent gagner du temps. Alors achetez notre solution miraculeuse. Pas cher, uniquement 20 € par lit. Est-ce une arnaque? Voici ce matériel révolutionnaire. Des oreillers, éventuellement des traversins. Il y a deux écoles. Il y a l'école des oreillers, l'école des traversins, l'école des oreillers et des traversins. Cela est à adapter à chacun. Pourquoi? Pourquoi les oreillers et les traversins réduisent les risques TMS? Eh bien, les oreillers et les traversins vont très fortement réduire la première cause des accidents de travail chez les soignants. La première cause des accidents de travail, ce sont les rehaussements au lit. Les rehaussements au lit, parce que ça crée une flexion, inclinaison et rotation du tronc, qui est le premier mouvement de la hernie discale, vous le savez tous. Pourquoi est-ce qu'on les rehausse? Parce qu'ils glissent. Pourquoi ils glissent? Parce qu'ils ont le dossier du lit relevé. Ainsi, et pourquoi ils ont les dossiers du lit relevés? Parce que le résident demande à avoir la tête relevée. Et bien, au lieu de lever le dossier du lit, mettons des oreillers et laissons les lits à plat. En laissant les lits à plat, on supprime les rehaussements au lit, on supprime la première cause des accidents de travail et on fait gagner, pour un service de 20 lits, environ une demi-heure de temps de soins, puisque en plus, souvent, les rehaussements se font à deux. Alors souvent, c'est la moitié des résidents qu'on va rehausser au lit pour le petit déjeuner. Et ben, laissons les lits à plat, mettons plusieurs oreillers, et le matin, alors que c'est le moment où on manque le plus de temps, et ben, on va gagner ce temps-là parce que la manutention, le rehaussement au lit n'a aucune plus-value, et on va pouvoir réinvestir autrement ce temps. Certainement positionnant les soignants comme solliciteurs des capacités du quotidien. Ainsi, le kinésithérapeute coordonnateur, il est en binôme avec le médecin coordonnateur et il va coordonner l'ensemble des soins de rééducation et de réadaptation. Il va fortement participer à réduire les risques de troubles musculo-squelettiques et la pénibilité des soignants en améliorant les capacités fonctionnelles des résidents, mais j'aurais aussi dû rajouter, et en supprimant un ensemble de manutention inutile. Il collabore avec la direction, le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, et il met en place des parcours de soins, des actions de formation ou des plans de prévention. Le médecin a l'expertise des troubles organiques, le kinésithérapeute, lui, a l'expertise des troubles fonctionnels. On a donc une véritable complémentarité des diagnostics. Alors des fois, on nous pose la question, mais pourquoi un kinésithérapeute? Parce que le kinésithérapeute est le rééducateur généraliste par essence. Le kinésithérapeute est au métier de la rééducation ce que le médecin généraliste est à la médecine. C'est-à-dire que le kinésithérapeute, et vous le voyez sur ce schéma, qui provient donc d'une synthèse d'une très grosse revue de littérature, va intervenir sur l'ensemble des structures et l'ensemble des fonctions.
Or, si nous voulons être efficaces, il ne s'agit pas de simplement cibler l'appareil locomoteur, mais aussi l'appareil nerveux, labyrinthique, circulatoire, respiratoire, phonatoire, digestif, excrétoire, génital et cutané, et l'ensemble des fonctions qui y correspondent. Donc, le kinésithérapeute est le rééducateur qui est le plus transversal et qui a cette compétence pour pouvoir échanger et coordonner l'ensemble des métiers de la rééducation. Évidemment, les kinésithérapeutes, mais je pense aussi aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens, aux orthophonistes, aux orthoptistes, etc. Ainsi, ce schéma va récapituler le résident qui est au centre, l'ensemble des acteurs de la coordination et de la direction qui vont l'entourer, l'ensemble des professionnels très nombreux qui vont les entourer. Évidemment, cela va dépendre aussi de chaque établissement, des ressources de chaque établissement et du positionnement. Maintenant, nous commençons à avoir des EHPAD qui souhaitent s'investir comme centre de ressources territoriaux, qui est plus connu, même si ce n'est pas tout à fait le même concept, mais des fois on entend parler d'EHPAD plateforme, c'est-à-dire ouvert sur la ville et à terme coordonner des soins à domicile. Par ailleurs, j'en profite pour rappeler que les kinésithérapeutes coordonnateurs peuvent être coordonnateurs en EHPAD, mais coordonnateurs en HAD. Nous avons des kinésithérapeutes coordonnateurs en hospitalisation à domicile. Ainsi, les fonctions du kinésithérapeute, ça va être d'évaluer, d'organiser, de communiquer et de former. Il va évaluer la dépendance iatrogène évitable, la qualité des soins, les soins requis, qui sont en rapport direct avec le patho. C'est le patho, je rappelle que c'est le nerf de la guerre dans les directions. Je pense que Florence de Cotigny en dira certainement un petit mot, mais c'est ce qui va permettre de rapporter du financement pour les établissements. Permettre d'évaluer l'accès aux soins de rééducation et de réadaptation. L'important, c'est bien d'évaluer les personnes dès l'entrée en EHPAD, puisqu'on sait que c'est dans les 3 premiers mois que les résidents perdent le plus leur capacité. Et évaluer les besoins techniques, organisationnels et humains. Le kinésithérapeute va veiller à cette évaluation. Ce n'est pas lui qui va le faire, il va veiller à ce que les professionnels qui interviennent fassent cette évaluation. Et il va veiller à ce que ces évaluations se complètent, éviter la redondance, favoriser la complétude et éviter les trous dans la raquette. Or, des fois, malheureusement, plusieurs professionnels vont évaluer la même chose, et des fois ne pas être d'accord et pas avoir les mêmes objectifs. On voit bien la nécessité d'organisation. Donc, l'organisation avec l'évaluation de l'autonomie de la dépendance en transdisciplinarité, le plan de soins et le projet de vie, le parcours et la continuité des soins. Communiquer aussi, c'est très important, c'est souvent quelque chose qui est un peu oublié, faire le lien, faire ce lien en déjà l'ensemble des intervenants libéraux, des intervenants aussi de la rééducation qui peuvent être nombreux, mais faire le lien avec les salariés, mais les professionnels du soin. Je pense en particulier aides-soignants et infirmiers. Et donc, évidemment, le kiné coordonnateur va travailler en binôme avec le médecin coordonnateur et il va travailler beaucoup en équipe avec l'IDEC, l'infirmier coordinateur. Et le kinésithérapeute va pouvoir aussi investir le champ de la formation. Alors, ça peut être auprès des aidants professionnels, c'est-à-dire les soignants. Ça peut être auprès des aidants naturels, c'est-à-dire la famille, qu'il va falloir sensibiliser pour aussi expliquer le projet de soins et de quoi est capable de faire nos proches. Et ça peut être aussi former le résident, je pense par exemple à tout ce qui va être éducation à la santé, ou pourquoi pas des programmes plus structurés, labellisés par l'ARS, qui s'appellent des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Ainsi, la Fédération des kinésithérapeutes coordonnateurs met à vos dispositions une proposition de fiche métier sur laquelle, si vous avez des questions, nous pourrons revenir, qui permet ainsi de structurer l'ensemble des missions. Cela, en fait, est une fiche emploi, sachant que l'ensemble des missions que je vous ai rapidement brossé, sachant aussi que le statut à terme sera forcément du salariat pour être sur l'autorité hiérarchique de la direction, mais au début et à titre expérimental peut être aussi sous forme libérale, sous forme de prestataire de service ou sous forme de salariat, ça va dépendre de chaque établissement. Dans les formations prérequises, évidemment, nous demandons un diplôme de masso-kinésithérapie pour être kinésithérapeute. Une formation DPC en gériatrie validée depuis moins de 5 ans. Cela nous paraît le minimum que le kinésithérapeute coordonnateur en EHPAD ait bien une formation DPC en gériatrie. Et
s'engager dans les 3 ans qui suivent la prise de fonction à avoir un diplôme universitaire et nous vous conseillons fortement le diplôme KRG, Kinésithérapie et Réhabilitation Gériatrique, qui se fait à Dijon et qui a l'avantage qu'il est calibré aussi pour les libéraux. Il se fait en 7 jours. Donc une session de 3 jours, une session de 4 jours à Dijon. Enfin, d'ici la semaine prochaine, alors c'est un tout petit peu tôt, mais je vous en fais quand même déjà la pub, la semaine prochaine, vous pourrez vous connecter sur le nouveau site de la Fédération des kinés et coordonnateurs. Et dès maintenant, vous pouvez aussi me contacter avec cette adresse mail président@fkcorps.org. Voilà, j'ai fini cette présentation et je vais de suite donner la parole à Florence de Cotigny, pour qu'elle puisse un peu reproduire, avoir un peu, Florence, ton retour d'expérience, pourquoi tu as souhaité aussi le mettre en place, et en tant que directrice médicale, qu'est-ce que tu en penses? Pour rappel, le réseau Denis a 19, non, maintenant à 21 EHPAD alors, puisque ça a grossi à une vingtaine d'EHPAD. C'est ça. Voilà. Bon, en fait, quand je t'écoutais, je me suis aperçue que ce que tu présentais était en lien avec ce qui est en train de devenir la médecine gériatrique. Auparavant, la médecine gériatrique, c'était la prise en charge des pathologies liées au vieillissement, et on arrivait déjà dans des états de santé qui étaient assez détériorés, et on gérait plus la dépendance que la prévention, en fait. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une révolution en gériatrie et un axe très fort qui est en train de se développer et qui va se développer au travers de l'IHU. Je pense que la plupart d'entre vous savent que Toulouse a remporté l'IHU pour le bien vieillir, hein, donc avec une grosse action de recherche. Et donc l'idée, c'est que il faut qu'on agisse en amont pour éviter d'arriver à la dépendance. Alors pour le coup, je prêche contre ma paroisse, puisque nous recevons essentiellement des gens dépendants. Mais bon, la révolution ne va pas se faire non plus en 20 ans, donc d'ici là, je serai à la retraite, pas de problème pour moi. Donc, après, c'est vrai que très concrètement, quand on en avait discuté avec Damien, on était d'accord sur le constat que en EHPAD, on a des métiers de la rééducation, et évidemment, les kinés, vous êtes le métier le plus représenté et le plus symbolique de la rééducation auprès de nos résidents, mais que on avait des difficultés à savoir ce qui était fait. Le médecin co qui est à temps partiel n'avait pas un relationnel, n'avait pas vraiment développé de travail d'équipe avec les kinés, parce que chacun a ses occupations. Vous passez, vous vous occupez des médecins, des résidents. La traçabilité, on en reparlera peut-être tout à l'heure, n'est pas toujours au rendez-vous, et ce qui fait que on n'a pas toujours la possibilité d'échanger avec les kinés sur ce qui est fait, quels sont les progrès, ce qu'il faudrait envisager d'autre, ce qu'il faut peut-être arrêter, et surtout la politique de la rééducation dans son ensemble dans un établissement. On a différents métiers de rééducation, donc vous, mais également des interventions d'orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotes, et personne n'était là pour mettre en musique et s'intéresser à ce que chacun dans son coin fait pour un seul résident, et savoir si par hasard on ne pouvait pas capitaliser sur les différentes actions pour être plus efficace et échanger sur sa vision de chacun de ses métiers, du résident, de son état de santé, de ce qu'il faudrait mettre en place. Donc ça a été vraiment le démarrage de cette expérimentation. Donc, bien entendu, après, il y a eu une action, un souhait dans la fiche de poste qu'on a rédigée de mettre l'accent aussi sur la construction du projet personnalisé. Donc ça va dans le sens, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour ce résident dans un contexte de rééducation, quel que soit l'intervenant, avec les objectifs et les actions mises en place, mais aussi des actions sur les soignants, comme le disait Damien, pour solliciter les capacités restantes et non plus faire à la place, et donc participer à la dépendance induite, et par là même protéger nos soignants qui malheureusement sont souvent blessés, avec des difficultés quand même d'attractivité de ce métier,
en raison de la charge de travail qui est non négligeable. Et donc, on a déjà des difficultés de recrutement, un absentéisme quand même très très important, hein, faut pas se voiler la face. Et c'est un peu le chat qui se mord la queue, le chien, pardon. Donc, pour le coup, c'est vrai qu'on a ciblé les missions du gynéco sur la mise en musique des métiers de la rééducation autour du résident, l'aide à la construction du projet personnalisé de soins pour le résident dans le domaine de la rééducation, l'analyse des chutes parce que c'est un événement indésirable qui arrive très souvent, les gens rentrent souvent pour ça aussi, et même si on ne peut pas toutes les éviter, on n'en a pas la prétention, mais savoir s'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour en minimiser les conséquences et parfois pour éviter les récidives, ça c'est très important. Et donc également cette action envers les soignants. Donc, on a construit la fiche de poste, on a fixé les priorités parce qu'on savait très bien qu'on n'aurait pas la possibilité de tout faire et qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir des gynécos au temps plein. Déjà qu'on n'a pas de médecin au temps plein, là, ça n'irait pas. Et puis que c'est un nouveau métier. Donc, il fallait qu'on puisse savoir un peu si ça marchait, si on avait des indicateurs, etc., qu'on pouvait mettre en place, suivre. Donc, on essaie de faire des points réguliers. Là, on va faire un questionnaire dédié, enfin tourné vers les soignants AS et IDE pour savoir quels sont leurs ressentis et les bienfaits qu'ils ont ressentis à la fois pour leur propre santé et pour l'accompagnement des résidents. Donc je pense que Damien vous en fera un petit retour lorsqu'on aura réussi à finaliser ce questionnaire. Voilà, donc les gynécos, on en a deux qui interviennent dans deux EHPAD qui sont de à peu près 100 lits chacune, avec des résidents qui sont à peu près similaires en termes de profil. Elles interviennent pour chacune sur une journée, soit en deux demi-journées, soit une journée complète. Et je pense que aujourd'hui, on est plutôt satisfait. Donc après, le frein, c'est un frein, c'est un métier qui n'existe pas. Nous n'avons pas de ligne budgétaire pour ça. Les EHPAD fonctionnent avec des dotations soins. Donc c'est pour ça qu'il faut porter et avoir des arguments auprès de la CNSA et des ARS pour essayer de valoriser ce métier, d'en démontrer l'efficacité et l'utilité et obtenir le budget qui sera en rapport avec ce métier. Et c'est aussi pour ça qu'il est important que chacun d'entre vous prenne conscience que pour le pathos, il faut absolument, mais pas que pour le pathos, il faut absolument que vous vous efforciez dans votre pratique quotidienne à tracer ce que vous faites, parce que pour nous, c'est un outil de communication avec les familles qui nous sollicitent pour savoir comment ça se passe et comment se déroulent vos interventions. Et dans le cadre du pathos plus précisément, c'est un outil aussi pour valoriser ce qui est fait, ce qui est fait, ce qui pourrait être fait davantage, et ça pourrait être un levier pour un financement futur, parce qu'aujourd'hui, le financement est ce qui va nous obliger à terme à arrêter cette expérimentation. Hélène et Hortense, nos deux kinés, sont au courant, parce que nous n'aurons pas les moyens financiers pour poursuivre. Donc, moyennant quoi, j'ai bon espoir qu'un jour on puisse reprendre, voilà, sur ce format-là ou sur un autre format, mais cette collaboration qui est très enrichissante pour tout le monde. Et je vais passer la parole à Hélène. Merci beaucoup Florence. Et donc Hélène, est-ce que tu peux partager voilà, aux consoeurs et aux confrères ton intérêt en tant que kiné d'avoir investi ce métier de kinéco, toi qui étais déjà une kiné libérale intervenante en EHPAD? Oui, effectivement, moi j'intervenais déjà dans la résidence en kiné traitant, donc je suis toujours kiné traitant dans la résidence et j'ai deux matinées où je suis kinéco. Les deux matinées sont volontaires, hein. Ça me permet d'avoir des contacts avec les deux équipes soignantes, avec les intervenants extérieurs différents, avec le medco aussi et la direction. Donc c'est vrai que ça facilite les échanges avec tout le monde du coup. Et effectivement, il y a pas mal de travail à faire. C'est très enrichissant comme métier. Et donc, j'ai pu travailler beaucoup avec le Medco sur tout ce qui est analyse de chute, ce qui permet aussi ce qu'on ne voit pas quand on est kiné traitant des fois, cette partie-là où, du coup, j'ai pu apporter la vision sur le côté moteur et sur le côté réadaptation aussi par rapport aux analyses de chute pour voir ce qu'on peut mettre en place.
ce qui est mis en place, qu'on peut mettre en place, en plus du médecin et de son côté vraiment médical. Et après, refaire redescendre l'information, c'est ça aussi qui est important, c'est pouvoir faire le lien avec les intervenants qui sont déjà en place pour voir si on peut améliorer la prise en charge du résident et améliorer ses capacités pour éviter d'éventuelles chutes futures, ce qu'on ne souhaite pas. Après, il y a tout un travail aussi qui est fait sur la coordination aussi sur le résident entrant, avec des bilans d'entrée qui n'étaient pas faits avant. Moi, je me substitue pas au kiné traitant. Moi, je suis là, quand je suis kinéco, je suis là, je fais l'entrée, je vois les capacités du résident, je vois si il faut mettre en place des aides techniques pour le résident, pour les soignants, si le résident a des risques de chute, s'il y a une prise en charge à faire au niveau kiné, s'il avait déjà un kiné avant et qui peut intervenir. Donc, je fais vraiment du lien avec tous les professionnels de la rééducation, la réadaptation pour que le résident soit le mieux pris en charge au niveau du temps et de l'espace, on va dire, parce que des fois aussi, on peut se croiser avec les autres intervenants sur des mêmes timings. Donc ça aussi, ça fait partie de la coordination, de ne pas avoir l'orthophoniste qui arrive en même temps que la kiné. Bon, forcément, quand on est libéral, des fois, ça coince un peu. Donc, il suffit un peu de discuter ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour que le résident puisse avoir ces deux rééducations à des temps différents. Après, il y a aussi toute une partie où je vais travailler avec les intervenants extérieurs, souvent de rééducation, de réadaptation, pour faciliter et fluidifier l'information autour du résident. Donc, c'est aussi montrer aux professionnels l'utilisation de l'outil informatique pour la traçabilité. C'est voir avec lui, avec les différents intervenants, si ils ont pu effectuer leur bilan comme ils voulaient, voir les objectifs de rééducation, que ce soit l'orthophoniste, l'ergo ou le kiné, pour qu'on ne loupe pas quelque chose pour le résident et pour lui permettre d'avoir la meilleure prise en charge. Donc ça, tout ça, ça fait partie du métier de kinéco. Et après, au niveau des soignants, et ça, il faut pas l'oublier, c'est-à-dire que la plupart du temps, les soignants ne savent pas forcément ce que le résident est capable de faire, comme disait Damien tout à l'heure. Donc souvent, elles font un peu à leur place. Et puis quand on prend un peu le temps de venir avec elles et leur expliquer deux, trois choses, ben, tout de suite, ben, elles sont contentes parce qu'elles se fatiguent moins. Et le résident, ben, il peut faire un peu plus. Donc on évite quand même la dépendance iatrogène évitable. Et ça, c'est quand même important. Euh, et je travaille aussi, alors j'essaye de ne pas m'éparpiller dans tout ce que je fais, mais je travaille aussi en binôme aussi avec l'ergo pour tout ce qui est positionnement fauteuil, positionnement des résidents, voir avec les soignants pour tout ce qui est transfert, parce qu'il y a des fois des outils qui ne sont pas bien utilisés, euh, pour éviter tout ce qui est accident de travail aussi. Donc, tout ça fait partie de mon rôle. Il y a aussi des fois des rééducations. Il y a un kiné qui est en charge d'un patient et finalement, cette patiente, elle a besoin d'une rééducation périnée ou au moins le bilan. Ben, le fait que je connaisse un peu tous les kinés et leurs spécialités, je peux aller voir l'autre kiné pour lui demander son avis, les coordonner tous les deux pour voir si ils peuvent faire quelque chose ensemble, pour que le résident puisse être bilanté, ben, avoir son bilan diagnostique kiné en place et voir ce qu'on peut lui amener au maximum. Donc voilà. Est-ce que j'ai oublié? J'ai sûrement dû oublier des choses. J'ai essayé Il y de aura résumer. certainement des questions, peut-être. N'oubliez pas de Voilà. poser vos questions dans l'onglet Q&R. Mais si tu as quelque chose à rajouter, ou si Florent a quelque chose à rajouter en attendant d'aborder les premières questions, n'hésitez pas. J'essaie de voir. Non? Bah, sinon, tu compléteras avec les questions. Ouais. Laurent? Laurent, t'as ton micro qui est éteint? Ce que je constate, Hélène, là, dans ce que tu dis, c'est que c'est on va lutter contre la perte de chance en allant beaucoup plus vite, en étant beaucoup plus réactif et en voyant les problèmes directement. Parce Oui. qu'actuellement, que ce soit en libéral ou dans les établissements, il y a vraiment une perte de chance liée aux délais qui sont souvent très très longs.
pour réagir? Oui, moi je pense que c'est vrai que c'est quand même un poste qui facilite la communication entre tous et qui peut mettre en place quand même des choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Avant, il y avait personne qui faisait un bilan d'entrée du résident au niveau de moteur et réadaptation. Donc je trouve que voilà, de pouvoir, moi souvent le résident il vient, dans la semaine je vais le voir pour voir ce qu'on peut mettre en place, pour voir si déjà il y a déjà des difficultés avec les soignants, pour voir alerter le médecin, pour faire une prescription, pour voir si son kiné habituel qui venait chez lui peut venir à domicile. Donc voilà, c'est vrai que je pense que c'est des petits détails où ça prenait du temps avant et je pense que le poste de kinéco permet de gagner du temps là-dessus et puis de pouvoir fluidifier, enfin, faciliter l'information entre tous pour pouvoir mettre en place les choses plus rapidement. Il y a, voilà, l'intérêt, c'est bien de faire en sorte que l'ensemble des acteurs se complètent, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, parce que des fois, il y a des prises en charge qui ne se font pas, même si elles avaient été évaluées, bon, on ne s'assure pas qu'il y a bien un suivi et que cette prise en charge soit faite. Et puis éviter les redondances ou des fois les contradictions. Je pense typiquement, ce qui arrive régulièrement, c'est la rééducation à la marche, où il peut y avoir plusieurs professionnels qui les prennent en charge, un rééducateur et un réadaptateur par exemple, et un qui va, par exemple, c'est un exemple comme ça, mais qui va le faire marcher avec un rollator 4 roues, l'autre avec un rollator 2 roues, chacun avec une technique différente, qui n'est pas du tout logique, qui manque de cohérence. Donc le kinésithérapeute coordinateur va s'assurer de la cohérence, va s'assurer aussi que l'ensemble des objectifs de chaque professionnel de la rééducation et de la réadaptation se complètent, soient cohérents, ou sinon ils mettent aussi des priorités. Quelle est la priorité? Donc ça se fait aussi avec la direction médicale, avec le métaco et avec la direction médicale, parce que cela va devoir être aussi un choix d'équipe, de l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, avec les familles et surtout au centre avec l'autonomie de la personne. Je ne sais pas, Florence, si vous voulez. Ouais, moi, je le vois sur les analyses de chute, sur des transferts. Bon, bah, le kiné est déjà présent. Le fait d'avoir vu que la personne était tombée en faisant son transfert toute seule, bon, ben, de mon côté, je vais aller rediscuter avec le kiné pour voir ce qu'il en pense, ce qu'il en est, si on peut pas mettre en ce moment un peu l'accent là-dessus pour justement améliorer cette phase-là. On voit, de toute façon, on ne sait pas forcément tout le temps s'ils peuvent récupérer, mais au moins on se donne les chances de se dire, bon, ben, la problématique, elle est là, on a vu ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on peut accélérer sur cette zone-là et puis on voit ce que ça donne. C'est un travail d'équipe pluridisciplinaire entre autant les intervenants extérieurs que l'équipe en place en salarié. Et c'est ce qui se faisait peut-être pas avant sur la communication. Et c'est aussi faire trouver des intervenants, je pense par exemple à la Mm, continence, par exemple, mm. et des fois on n'a pas de kinésithérapeute qui soit formé à la rééducation de la continence, et de trouver, lorsque le besoin est évalué, des intervenants pour des rééducations plus spécifiques, mais des fois aussi ça peut être pour des orthésistes, pour des prothèses, etc. Donc aussi c'est augmenter le réseau de professionnels, d'experts qui peuvent intervenir. Des fois il y a des EHPAD où il n'y a pas d'orthophoniste, et donc, le kiné coordonnateur va contacter les orthophonistes environnants pour en trouver un qui puisse intervenir à l'EHPAD, par exemple. Donc, c'est aussi améliorer les ressources humaines en rééducation et réadaptation. Ok. Alors, on a une question concernant la formation. Question de Pauline qui nous demande quelles sont les formations accessibles au kiné pour devenir coordonnateur. Et je rajouterais, y a-t-il des prises en charge, DPC, FIPL ou des choses comme ça? Alors, à ce jour, il n'existe pas encore de formation spécifique au métier de kinésithérapeute coordonnateur. Cependant, déjà, il existe des formations en kinésithérapie gériatrique, ce qui est déjà est la base. J'insiste, mais c'est la base parce que malheureusement, force est de constater que beaucoup d'intervenants en EHPAD, éducateurs ou réadaptateurs, hein, ne sont pas formés spécifiquement à la gériatrie. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que, par exemple, je connais pas beaucoup de clubs de sport, je pense à des clubs de foot ou de rugby, etc., où l'intervenant ne s'est pas formé, par exemple, si c'est un kiné, il ne s'est pas formé en kiné du sport. Par contre, en EHPAD, malheureusement, et encore aujourd'hui, beaucoup de professionnels qui n'ont jamais fait de formation spécifique. Et il est important d'acquérir cette expertise, mais on trouve la même chose dans les autres professions, hein. Je crois que, je suis pas sûr, enfin, je crois qu'avec Florence, on sera d'accord. Chez les médecins, c'est pareil, ou dans d'autres professions, c'est pareil. La médecine a beaucoup avancé, ça nécessite d'avoir de l'expertise, ça nécessite de se former. Et aujourd'hui, on manque de professionnels qui soient formés à ces besoins spécifiques. Donc déjà, c'est faire des formations DPC qui sont prises en charge, hein, on est indemnisé,
pour les formations DPC. Et l'INCa, l'Institut national de kinésithérapie, qui est le premier organisme de formation de kinésithérapeutes, propose des formations DPC pour les kinésithérapeutes. Ensuite, il existe des diplômes universitaires qui sont très intéressants pour le kiné coordonnateur. Je pense en particulier au diplôme universitaire de kinésithérapie et réhabilitation gériatrique qui a été créé par France Mouret et son équipe, Alexandre Kubiski, Marine Brica, donc au niveau du Gérontopole de Dijon, qui me paraît très intéressant, qui a un format de 7 jours, qui est tout à fait accessible, qui est en une fois 3 jours, une fois 4 jours. Il est vraiment adapté. Beaucoup de kinésithérapeutes, on trouve aussi des ergothérapeutes, on trouve aussi des médecins. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a du pluripo. Ensuite, il existe des diplômes universitaires spécifiques à la coordination, mais qui ne sont pas spécifiques pour les kinésithérapeutes coordonnateurs. Ça, ce sont des diplômes un peu plus longs, qui durent un an. Il y en a un, par exemple, qui est connu sur Montpellier, mais il y en a certainement ailleurs, où là, ça va être l'ensemble des professionnels qui veulent, les professionnels de santé qui veulent être dans la coordination, mais qui ne va pas être spécifique à l'EHPAD. Ça peut être, par exemple, pour être coordinateur de MSP, par exemple, de maison de santé. Voilà, Mhm. si j'ai répondu à la question. Il y avait deux choses qui étaient un petit peu corrélées à ça. C'est justement, on me demandait s'il y a des kinés-coordinateurs dans d'autres domaines que la gériatrie. Oui, alors Et, il y a des kinésithérapeutes en HAD. Alors en hospitalisation à domicile, il y avait depuis longtemps des kinésithérapeutes coordinateurs. Et depuis septembre, nous avons une kinésithérapeute coordonnatrice. Donc c'est le même principe, mais adapté à la HAD. Donc l'objectif de la Fédération des kinés-coordonnateurs, c'est de d'abord l'urgence déployée en EHPAD. C'est là que le besoin est le plus criant. Il y a aussi le passage des EHPAD en dotation partielle qui passe en dotation globale qui impacte beaucoup l'organisation. Et là, évidemment, il y a un enjeu fort pour que la rééducation ait toute sa place. Cependant, on le déploie aussi auprès des HAD et certainement à terme auprès d'autres domaines qu'on n'a pas encore le temps d'investir. Je pense par exemple à la RAC, mais il peut y avoir d'autres dispositifs. J'en profite aussi pour sensibiliser à la différence entre rééducation et réadaptation. C'est-à-dire que malheureusement souvent, on va partir de la compensation, c'est-à-dire la réadaptation, on va compenser la perte des fonctions avant même de donner la chance aux seniors de récupérer. Derrière, je suis absolument convaincu qu'il y a une notion d'agisme. On se dit à son âge, de toute façon à son âge. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est âgé, je ne sais pas ce que c'est être âgé en fait, et qu'on a 80 ans, 90 ans, et ben on se dit à son âge c'est normal. C'est normal de marcher avec une canne, c'est normal de marcher avec un ondulateur, c'est normal d'être incontinent. Ben non, je trouve pas ça normal. Et là, Florent, je vais juste un tout petit peu la mettre en boîte, mais moi, j'aime pas cette expression capacité restante. Parce que restante, ça veut dire qu'on part du principe, ah, il en reste un peu, on est content. Nous, partons du principe qu'ils ont toutes leurs capacités. Évidemment, si on n'en est pas, ils en ont perdu. Mais partons du principe qu'ils ont tout, évaluons ce qu'ils ont perdu et compensons juste ce qui est perdu. La personne a son autonomie, a son niveau de capacité fonctionnelle et le soignant est là pour pallier que toutes les incapacités, mais que les incapacités fonctionnelles. si, Florence, droit de réponse. À la droite, pas d'accord, Bon, hein. je pense qu'il joue sur les mots là, Damien. Ah, Parce que les capacités restantes, c'est la nécessité de les évaluer pour savoir ce qu'on peut potentiellement récupérer et sur quoi on peut s'appuyer pour le récupérer. Donc en fait, on dit la même chose, c'est tout. très Merci. bien. En fait, c'est intéressant d'avoir différentes professions parce qu'on a des angles différents et en fait, on parle de la même chose mais d'une façon différente. Donc ça, c'est très... quand c'est vécu de manière complémentaire, c'est parfait. Il était question dans le chat des diplômes universitaires. Est-ce que ça peut remplacer dans un premier temps les formations DPC? Est-ce que ça... Alors oui, quelqu'un qui a le diplôme universitaire en gériatrie, n'a pas besoin forcément d'avoir fait un DPC validé. Mais il Hmm, faut que ça soit bien un diplôme universitaire en gériatrie. Et à défaut de DU en gériatrie, on demande un minimum une formation qui a moins de 5 ans DPC. ok. Alors, on a une collègue, Laure Codet, qui déplore qu'effectivement, dans son établissement, c'est une psychomotricienne qui occupe ce rôle. Ah bah moi en tout cas je suis déjà très heureux d'apprendre qu'il peut y avoir des rééducateurs coordonnateurs. Ensuite, je crois que c'est vraiment indispensable d'avoir cette vision transversale et généraliste. Et par exemple, je vais parler de l'incontinence.
je crois que c'est important ces compétences transversales. Je suis pas sûr que la psychomotricienne ait spécialement des compétences en incontinence ou à d'autres troubles. Encore une fois, il faut des experts, il faut des spécialistes. Les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes sont des spécialistes. Et il faut aussi avoir la vision plus globale. Alors, Laurence, Hélène, n'hésitez pas à compléter. oui, Hélène, Je sais pas. Laurent. Si, si, moi je pense Euh, que, enfin, je pense qu'en kiné, on a quand même pas mal de domaines sur lesquels on peut agir et on connaît. Et c'est vrai que on a quand même ce rôle-là là-dessus, quoi. C'est-à-dire que la psychomote, je pense pas qu'elle puisse avoir tous les domaines sur le vestibulaire non plus. Il y a plein de choses sur lesquelles elle peut pas, elle aura pas forcément la même vision que nous. non, mais je pense qu'en fait, les établissements où, alors, je sais pas de quel établissement parle Laure et de quel temps de travail, mais c'est souvent que les établissements ont du mal à s'imaginer qu'un kiné puisse être intéressé par des missions transversales et il imagine exclusivement dans un exercice libéral et avec des interventions ponctuelles. Tandis qu'une psychomotricienne, tout comme une ergothérapeute, en fait, elle va travailler dans les EHPAD sous forme de vacation à la demi-journée et uniquement sur des missions transversales, avec des fois des prises en charge particulières pour les résidents, mais sur des missions qui se déclinent dans tout l'établissement, en fait. Je pense que c'est juste une méconnaissance. Et puis peut-être que jusqu'à présent, les kinés ne s'étaient pas énormément manifestés comme étant intéressé pour avoir ce type de mission. Donc, je pense que ça va se développer. Mais évidemment qu'une psychomotricienne a un champ d'investigation qui est complémentaire du kiné, mais qui ne peut pas se substituer au kiné. Donc, je pense que c'est juste un problème de temps de travail, de mission et de disponibilité, en fait, et d'imagination peut-être des établissements pour l'instant. C'est pour ça que ça sera important que les kinésithérapeutes soient force de proposition dans les établissements où ils interviennent pour se proposer, pour éviter qu'il y ait cette méconnaissance et montrer qu'ils sont prêts à ne pas travailler à l'acte, parce que là, justement, dans l'inconscient collectif, on se dit le kinésithérapeute travaille à l'acte, mais là, on va dire c'est au forfait, c'est à la mission, soit en salariat, soit en libéral comme prestataire de service, et donc il va être financé pour un certain nombre d'heures. Nous, on conseille vivement de travailler par demi-journée, parce que, par exemple, si on a un 0,2 ETP, c'est-à-dire un 0,2 équivalent temps plein, qui correspond à une journée de travail, et il vaut mieux faire 2 demi-journées dans la semaine qui permettent d'être présent un peu plus souvent et voir différents professionnels qu'une journée entière. Et certainement aussi être autant présent le matin que l'après-midi, ou éventuellement pouvoir s'adapter le cas échéant. Juste à titre d'information, parce que je ne crois pas qu'on en ait parlé, nous préconisons pour un EHPAD de 80 à 100 lits un 0,4 ETP, c'est-à-dire 2 jours par semaine, mais évidemment, il y a les contraintes financières, etc. Pour la fiche emploi et la fiche de tâches que je vous ai montré, on a évalué qu'il fallait 2 jours par semaine. Et là, par exemple, dans le cas de Réseau et Denis, par limitation des ressources, et ben en fait, il y a été priorisé certaines actions. Donc, toute la fiche d'emploi n'a pas été accomplie, mais en fait, on va prioriser les actions. Donc, tout est possible et il faut s'adapter à l'établissement dans lequel vous travaillez. Hélène. Alors, lors, Non, ah, il y vas-y, avait Hélène. Oui, je voulais juste dire que les kinés, c'était pas forcément investi puisque le métier en lui-même n'existait pas encore et donc on ne savait pas tout ce qu'on pouvait faire. Et maintenant que j'y suis, je suis très contente d'y être parce que ça m'apporte quand même beaucoup et je peux apporter aussi beaucoup. Ce que certains kinés doivent faire, ben, sûrement dans d'autres EHPAD, c'est déjà un peu des missions de kinéco en étant déjà présent au niveau des soignants sur montrer les capacités des résidents, travailler avec eux en faisant déjà du lien à petite échelle avec leurs résidents. Sauf que là, moi, je fais la même chose, mais avec la résidence en elle-même et avec beaucoup plus de professionnels. Et on fait beaucoup d'interactions et de liens ensemble. Et je trouve ça super enrichissant. Et pour moi, et je pense que pour eux aussi. Et c'est juste que ce métier-là il n'existait pas avant. Et je pense qu'il faut y aller à un moment donné, même si on est libéral. Moi, ça ne m'empêche pas de faire kiné traitant à côté et cette mission-là aussi de l'autre côté. Donc, alors, Laure nous apporte quelques précisions. Alors, d'abord, une question qui peut être intéressante par rapport à la compréhension de la soirée. Elle nous demande quelles sont les différences entre coordonnateur et coordinateur. Ça, c'est la première partie de la question. Et je pense que c'est quand même très, très intéressant de répondre à ça. Et elle précisait qu'elle voulait juste dire que dans certains EHPAD, ça a déjà été, cette coordination ou coordination, je ne sais pas exactement si vous allez nous préciser ça, a déjà été prise en charge sans les kinés. C'est-à-dire que les EHPAD ont senti qu'il y avait un besoin de coordination ou de coordination
et il n'y avait pas de kiné ou ils ne m'ont pas cherché. Et voilà. Et elle précisait un petit peu plus tôt que certaines choses avaient été mises en place, notamment dans le cadre de la prévention des chutes, et il n'y avait pas de candidature kiné suffisante. Voilà. Alors, est-ce que le kiné coordonnateur peut peut-être donner l'envie aux autres, leur expliquer que c'est pas ce qu'ils croient, bien expliquer les choses, je ne sais pas. À vous de. Alors, Ouais, il y a beaucoup de questions dans une seule question. oui. Alors, la coordination n'existe pas dans le dictionnaire et dans le dictionnaire de l'Académie française. De toute façon, c'est la coordination. Cependant, il y a coordonnateur et coordinateur. Les deux existent. On connaît les médecins coordonnateurs, on connaît les infirmiers coordinateurs. Donc déjà, on voit bien qu'il peut y avoir une notion un peu de hiérarchie. L'Académie française est très claire. Le dictionnaire de l'Académie française indique que le coordonnateur est plus fort que le coordinateur. Déjà, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que actuellement, lorsqu'on parle de kinésithérapeute coordinateur, qui existe par exemple dans la HAD ou qui existe déjà dans certains EHPAD, des fois il est remplacé par le terme de kiné référent. Et en fait, il est chargé au mieux de l'organisation, ou au pire, je dirais, du lien, avec les kinésithérapeutes. Là, nous appuyons sur le coordonnateur pour bien appuyer sur le fait que c'est très transversal et c'est l'ensemble des rééducateurs et des réadaptateurs. En aucun cas, il s'agit de ne coordonner que les kinés entre eux, parce que ça ne serait pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais bien coordonner l'ensemble des métiers de la rééducation et de la réadaptation. Et comme tout à l'heure, je l'ai indiqué, il y a aussi une différence entre rééducation et réadaptation. C'est un reproche que je peux faire par exemple au pathos qui va cumuler les actes de rééducation et de réadaptation. Alors que c'est certainement pas la même chose et qu'il peut là aussi y avoir une part de chance. Donc voilà, coordonnateur, c'est coordonner l'ensemble des professionnels de la rééducation et de la réadaptation, c'est beaucoup plus transversal. Et j'ai oublié les autres questions, j'aurais dû les noter. Juste parce que tu m'as fait penser, le Kinéco, je rappelle, dans le cadre du plan anti-chute du gouvernement, peut tout à fait être le référent anti-chute de l'établissement. Et c'est aussi la priorité que Denis avait donnée, par exemple, de suivre les chutes et d'être acteur de la prévention des chutes. Et d'être aussi, parce qu'il y a une obligation depuis un an pour les EHPAD de nommer un référent en activité physique adaptée, certainement que le kinésithérapeute coordonnateur, s'il est là, ça serait opportun, opportuniste et opportun qu'il soit le référent en activité physique adaptée. Et puis, lorsqu'on a des projets et qu'on ne trouve pas les professionnels, il vaut mieux un mode dégradé que rien du tout. Donc moi, je trouve ça très bien qu'il puisse y avoir des psychomotriciens qui fassent ce rôle-là, faute de kinésithérapeutes. C'est bien dommage qu'on n'en ait pas. Et c'est bien pour ça que la Fédération des kinécos a été créée, pour essayer de regrouper l'ensemble des personnes qui sont motivées, qu'on va pouvoir accompagner, conseiller. Nous avons des dossiers que nous pouvons mettre à disposition, former et créer un réseau, parce que l'intérêt aussi, c'est qu'entre kinécos, on puisse s'échanger les pratiques, on puisse se confronter, puisque, évidemment, on a besoin aussi tous de progresser. Alors, j'ai précisé ce que disait Laure, parce qu'elle nous a précisé justement, donné un détail très important, c'est que la possibilité d'occuper ce poste n'a pas été donnée aux kinésithérapeutes, mais aux seuls APA et donc Eh psychomotes. ben, on chute, je crois que c'est comme disait Florence de Cotigny, on chute de la méconnaissance de nos métiers, puis des fois c'est personne dépendante, hein. Des fois c'est aussi des problèmes relationnels qu'il peut y avoir, personne dépendante, ou c'est la méconnaissance, méconnaissance des statuts, méconnaissance des métiers, ou aussi ce qui arrive, c'est qu'on veut en faire plus un moyen constant. C'est-à-dire en fait qu'on a une personne qui par exemple est vacataire avec un certain nombre d'heures, et on va lui demander, on va lui rajouter des missions. Mais ça va se faire au détriment d'autres actions. Et Hmm. ça, pour nous, il est en hors de question. C'est bien un temps dédié au kiné coordonnateur qui va assurer la coordination de l'ensemble de la rééducation. C'est pas de l'affichage. Et en aucun cas, ça doit être déshabiller Pierre pour habiller Paul. Or, lorsqu'on demande à quelqu'un qui a déjà des missions avec un nombre d'heures, sans augmenter le nombre d'heures, on lui augmente ses missions, forcément, c'est au détriment d'autre chose. Donc déjà, il y a comme ça un petit peu un jeu financier derrière ça. Et puis, il y a un problème de compétence. La compétence d'un enseignant en activité physique adaptée pour coordonner l'ensemble de la rééducation et de la réadaptation, je veux dire, ça m'interpelle beaucoup. Ça t'interpelle, Je ne d'accord. sais pas, Florence, ton avis médical aussi sur la chose, mais tout à l'heure, tu avais déjà expliqué un peu les méconnaissances qu'il pouvait y avoir sur les statuts et les représentations que pouvaient avoir les directions. Mais je ne sais pas aussi, avec ton regard médical, ce que tu en penses, ou rien.
Non, mais je pense que quand même il y a une volonté depuis quelques années de mettre en avant les APA dans les EHPAD, mais même dans les services hospitaliers, hein. Mais je pense que la base, c'est surtout que on a, mais parce que le métier n'existait pas, disons qu'on n'a pas ressenti un élan très important des kinés vers la gériatrie et que la nature ayant horreur du vide et que les APA étaient là et que peut-être aussi que c'est un effet d'aubaine pour eux. Hein, il y a quand même pour eux la possibilité de travailler dans les EHPAD et d'y travailler correctement. Donc c'est aussi ça aussi, je pense. Hein. Je pense que le jour où les kinés manifesteront leur intérêt parce que le métier sera davantage connu, bah, je pense que ça ira de soi que le poste de kiné coordonnateur ou de coordonnateur des réadaptateurs et rééducateurs dans un EHPAD va plutôt de soi vers un kinésithérapeute. Pour à titre d'information, donc voilà, c'est l'objectif de la Fédération des kinécos, bah, d'accompagner les kinésithérapeutes justement pour que ce soit eux-mêmes qui fassent, qui communiquent avec leur direction d'EHPAD. Encore à midi, j'ai été en réunion visio avec une kinésithérapeute et une directrice d'EHPAD pour expliquer ce que c'était et pour les accompagner. Donc je suis tout à fait à la disposition de chacun, bon, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup trop de monde, on va essayer là de démultiplier pour accompagner par des visios. La Fédération des kinécos mettra en place des réunions en visio pour pouvoir répondre à l'ensemble de questions et échanger avec l'ensemble des personnes intervenantes. Et à titre d'information, par exemple, la semaine prochaine, je vais intervenir à la table ronde d'ouverture des assises nationales des soins en EHPAD, dans une table qui a pour thème les nouveaux métiers dans les EHPAD, et en tant que président de la Fédération des kinécos. Donc petit à petit, ce métier va se faire connaître. Mais évidemment, on en est au début. Hmm. Moi, j'avais une réflexion pour Florence. J'ai entendu un mot tout à l'heure qui m'intéresse beaucoup, c'est la traçabilité. Euh, y aurait-il un problème d'écriture entre les différentes professions, différents intervenants? Eh oui, Ah, et donc, là il y en a un manifestement. C'est une grosse difficulté parce que aujourd'hui, en fait, quand on interroge les familles et les résidents au travers de questionnaires de satisfaction sur le thème qualité de l'information médicale et soins, les deux insatisfactions récurrentes sont la qualité de l'information des médecins traitants et la qualité de l'information des kinésithérapeutes. Et pour les mêmes raisons, l'un comme l'autre, parce qu'ils tracent très peu dans les dossiers, que les familles s'adressent à nous de façon spontanée parce que c'est l'infirmière souvent qui est, ou le médecin co, mais plus souvent l'infirmière qui va être la première personne vers qui la famille va se tourner, que le réflexe de l'infirmière, ça va être regardé dans le dossier, dans le logiciel soin, pour voir ce qui a été fait, ce qui a été dit, et on est un peu sec. Donc oui, c'est un élément important. Et ça doit faire partie, ça fait partie de l'acte médical. Quand on est à l'hôpital, quand on est dans une structure sanitaire quelle qu'elle soit, on se pose même pas la question, on trace parce que c'est le moyen pour tout le monde de savoir ce qui est fait auprès du résident. on trace avec un crayon, pas avec ses jambes. On Mais trace avec un ordinateur aujourd'hui, monsieur. Vous utilisez Oui, non, tous la visio, donc la visio, l'ordinateur, ça veut dire que tout le monde sait s'en servir quand ça l'intéresse. Donc il faut aussi savoir s'en servir quand ça vous intéresse, moi. d'accord. oui, en fait, c'est important. Je vois bien dans les formations que je donne aux kinésithérapeutes, des fois, cette réticence qu'il peut y avoir à utiliser l'outil de l'EHPAD, et c'est pourtant indispensable puisque c'est bien l'équivalent du cahier de transmission à domicile, c'est bien l'outil qui est suivi par tout le monde. Donc, on n'est pas obligé d'avoir l'intégralité de son dossier médical sur le site de l'EHPAD, mais par contre, de tracer pour informer les professionnels qui interviennent, parce que ben, il n'y a pas que les kinés qui interviennent, il y a un ensemble de professionnels. Et donc, si on veut aussi que l'activité des kinésithérapeutes soit reconnue, ben, c'est important de la partager. Et de la partager dans un vocabulaire qui soit compréhensible, parce que si c'est qu'un vocabulaire ultra technique, ben, un non-éducateur risque de ne pas comprendre. Donc, aussi s'adapter aux besoins qu'ont les autres professionnels. Je pense en particulier ben, les aides techniques utilisées, comment se fait un transfert,
en quoi consiste aussi la rééducation, quel est l'objectif, pour que chacun puisse se situer par rapport à cela. C'est vrai qu'en pratique, maintenant que je suis gynéco, que j'ai pu voir toutes les traçabilités que tout le monde pouvait faire, et moi aussi, je me suis remise en question aussi. C'est-à-dire qu'on pense que c'est logique ce qu'on écrit, mais des fois, c'est pas suffisant. Et il faut des fois un peu plus détailler, un peu plus expliquer pour que l'aide-soignante, elle puisse comprendre qu'en fait, ben, maintenant, elle utilise peut-être plus le fauteuil, mais qu'il est capable de marcher, des petites choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a des choses où on n'est peut-être pas enquidé assez calé sur le traçabilité et donc il faut juste réexpliquer. Moi, je sais que j'ai passé du temps avec une kiné qui venait nouvellement et qui connaissait pas l'outil et je lui ai montré toutes les astuces, tout ce qu'il fallait faire, où elle devait marquer pour que l'information soit transmise aux soignants, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Après, je sais que les familles, quand elles demandent ce qu'il en est de la rééducation, en kinéco, c'est vrai que ça m'arrive d'appeler les familles pour dire, bon, voilà ce qui se passe, où on en est, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que l'aide technique, on la retire maintenant ou pas. Donc, il y a une communication qui se fait aussi avec les familles, soit par téléphone, des fois par mail aussi, pour qu'ils puissent contacter le week-end quand il n'y a personne et qu'il faut l'info. Le kinéco fait le lien avec les familles et juste un rappel, le temps de transmission est compris dans le temps de séance. Ouais. On ne demande pas au kinésithérapeute de faire du bénévolat, il n'y a aucun professionnel qui fait du bénévolat. Le salarié, il est payé le temps de transmission, les libéraux aussi, mais sur le temps de séance, qui je rappelle doit durer environ une demi-heure, et bien, il est tout à fait possible d'aller passer quelques minutes pour tracer. Est-ce que Et Laurent, il y a une ou deux dernières questions? Alors, moi, je rebondis là-dessus par rapport à l'interpro. En fait, la qualité des relations entre professionnels pourrait déjà améliorer la qualité et la visibilité du travail général et de l'efficience, parce que tu disais tout à l'heure, Damien, que plusieurs personnes font la même chose. Laure parle également de ça. Donc, une véritable organisation autour du patient et non pas autour des services ou de la pathologie ou quelque chose comme ça pourrait être un objectif pour le kinéco. Oui, tout à fait. Le pluripro au cœur, quand il y a un kiné coordonnateur, c'est justement pour faciliter les interventions de chacun, parce qu'il va aussi agir sur les plannings, etc. Mais en fait, on part toujours des besoins requis. Quels sont les besoins de résidents? Ça, c'est les besoins requis. Et est-ce qu'ils sont satisfaisables ou pas? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et en partant de là, chacun va pouvoir trouver sa place, apporter ce qu'il a. Ce qui nous paraît très important, c'est que chaque professionnel puisse poser son diagnostic. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, lors de l'entrée, il n'y a pas le diagnostic de chaque professionnel déjà pour avoir un bilan précis. Et là, Florence, en tant que directrice médicale, elle serait la plus heureuse si chacun pouvait faire le diagnostic, parce que là, pour le coup, au niveau du pathos, ça serait très très carré. Donc, on n'y est pas encore, mais l'objectif, il est bien là. Et malheureusement, il y a toujours la difficulté d'accès aux résidents. C'est Accès un au travail réseau. court et on pense que le kinéco peut être facilitateur. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, Hmm. j'ai vu tout à l'heure une remarque par rapport les appels à projets par rapport à la prévention des chutes liées à l'ARS. Alors, normalement, les appels de prévention des chutes liées à l'ARS n'excluent pas les kinés et c'est pas réservé aux APA. Alors, je ne sais pas dans quel ARS c'est. Ce que je peux vous dire, c'est que les kinésithérapeutes ont créé depuis bien longtemps une association qui s'appelle Kiné France Prévention, KFP. Et cette association répond à de multiples appels à projets sur la prévention des chutes, que ce soit en ville ou en médico-social. Donc, il y a quand même beaucoup d'appels à projets auxquels on répond. Alors, KFP, Kiné France Prévention, a cette structuration qui permet d'y répondre parce que, bon, franchement, qu'on est kiné libéral tout seul dans son coin, c'est quand même compliqué de répondre à un appel à projet. Ou sinon, après, les EHPAD peuvent y répondre. Mais sinon, je vous invite aussi à vous rapprocher de KFP. Tout à fait. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, non? Moi, je vais en profiter pour faire la pub de la semaine pour le maintien de l'autonomie qui aura lieu du 10 au 13 juin. Donc vous irez dès la semaine prochaine sur le site de l'AFK Corps et vous aurez un accès, un lien directement vers le site ressources de l'événement avec un ensemble d'actions qui vous sont proposées. Par exemple, le défi TADA, le transfert assis-debout, debout-assis, qui est un prétexte à positionner aussi, donc solliciter les capacités et positionner les kinésithérapeutes dans la coordination sans que ça soit officiel. C'est comme ça qu'Hélène a mis le pied dedans.
Mm. Et nous avons une autre kinéco Hortense qui n'a pas pu se libérer ce soir. C'est pareil. C'est via ce type d'action très concrète ou d'autres appels à projets de prévention des chutes, etc., qu'en fait, on commence de facto à mettre le pied dans la coordination. Et il y a le 13 juin au soir une grande soirée qui aura lieu à Toulouse, mais retransmise en visio présentiel, c'est-à-dire dans de nombreuses salles partout en France. Si vous voulez organiser une salle, ben, contactez-moi pour être organisateur de salle et je peux vous accompagner. Et on compte sur vous pour être présent à la soirée en visio présentiel, c'est-à-dire dans une salle, parce que ça va favoriser les échanges en pluripro. Donc, si vous voulez créer une salle, n'hésitez pas à venir vers moi ou à répondre aux actions. Hélène, si tu veux juste partager un peu ton expérience de cette semaine. Ah oui, le défi TADA, c'est vrai que à mettre en place en EHPAD, c'est vraiment le défi pour la coordination de tous les rééducateurs, les soignants, les familles, la direction. Et c'est un gros travail d'équipe, et un beau travail de coordination et un beau défi à faire. C'est vraiment quelque chose il faut se lancer, quoi. Ben, merci beaucoup. Florence, Noma, rien. Non, rien à rajouter. Ben, merci beaucoup d'avoir été présent ce soir. Laurent, une question? Non, non, moi je voulais donc souhaiter bonne chance au kiné, futur kiné coordinateur, donc Coordonnateur. coordonnateur, coordonnateur. Laurence précisait que c'était la RS Nouvelle-Aquitaine, hein. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une vraie place pour le kinésithérapeute avec une vision globale. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement. Une vision globale du patient et non pas de sa pathologie. Donc, longue vie au kiné coordonnateur, qui est pour l'instant naissant. Voilà. Donc, À titre d'information, donc on est en train de faire un gros travail auprès des ARS pour créer des appels à projets. Il y a le réseau Denis qui nous soutient. J'espère bientôt avoir d'autres réseaux qui nous soutiennent. Il faut créer le besoin, c'est-à-dire il faut absolument que vous mobilisiez vos EHPAD, que vous leur présentiez ce projet si vous êtes intéressé par être kiné coordonnateur, pour que eux-mêmes ensuite me contactent, président@fkcorp.org, et aussi contactent leur ARS. Cela va nous permettre d'avoir beaucoup plus de force pour convaincre les ARS à titre expérimental d'accepter de faire parler des appels à projets pour financer ce nouveau métier. Mais c'est ainsi que les autres métiers ont été créés avant, hein. On n'invente rien de nouveau, mais simplement on sait qu'on répond à un réel besoin. Ce qui me tient à cœur personnellement, c'est vraiment que je pense qu'on peut faire du gagnant-gagnant. Du gagnant pour nos seniors, en diminuant des fois un agisme qu'il peut y avoir quand même dans la société, hein, de manière générale, y compris chez les professionnels, et du gagnant pour les professionnels de grand âge. Là, on est dans le cadre de l'EHPAD, et bien dans le cadre de l'EHPAD, en particulier auprès des soignants, je suis convaincu, et c'est mon expérience, en intervenant dans de nombreux établissements et en étant salarié moi-même dans un centre de soins gériatriques, comment on peut améliorer le bien-être des salariés en réduisant leur pénibilité, réduire leur manutention, leur faire gagner du temps. Et puis eux, ils se sont très valorisés à devenir solliciteurs des capacités. Mm. Et c'est quand même, ça les varie des toilettes, faut être honnête. Moi, j'ai été marqué par le nombre de soignants qui m'ont dit, ils m'ont passé les trois quarts de notre journée dans la salle de bain, dans les toilettes. Et que je crois que c'est vraiment important de les valoriser comme solliciteurs des capacités, que ça soit lors des transferts, lors de la marche, lors des repas, etc., pour un ensemble d'activités. Et je crois que ça fait en sorte que ces métiers soient attractifs. Mm. On a un gros problème d'attractivité de ces métiers, et ça permettrait que les métiers soient attractifs. Je remercie aussi Florence de Cotigny, qui nous soutient depuis de longues années sur ce projet-là, et qui, je pense, continuera à nous soutenir. Merci beaucoup. Pas d'autres remarques? je dirais en clôture que plus le patient en fait, moins le kiné a à en faire. C'est ça. Et moi, les soignants ont à en faire. Moins les soignants et moins l'entourage, et mieux, et plus le patient est valorisé et a envie d'en faire. Voilà. Donc, on se retrouvera bientôt sur un autre jeudi. On parlera peut-être un petit peu de bilan, de santé, de Jeux Olympiques et tout ça. Donc, suivez l'information de près. Rendez-vous sur le site de la FFMKR, fmkr.org. Dans le cadre de l'année olympique, mais ça fait des années qu'on le propose, dans le cadre de la semaine de matin l'autonomie, nous proposons une action qui s'appelle les enjeux de l'autonomie, qui sont des sortes d'olympiades. Ça Voilà. tombe bien, on est dans la thématique. Parfait. Merci à tous. Merci à toutes et à tous, à nos intervenants, à toi, Damien, et à très bientôt. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.